et merci de nous retrouver. Nous continuons notre échange sur Open Shortest Path First, OSPF, et donc nous allons maintenant analyser les zones et les LSA. Alors, pour commencer, OSPF peut être utilisé dans certains réseaux avec très peu de réflexion sur les problèmes de conception, donc l'architecture, ou encore comment est-ce que vous allez structurer votre réseau. Il est possible d'activer OSPF dans tous les routeurs, placer toutes les interfaces dans la même zone unique, généralement la zone 0, et ça marche. Toutefois, les réseaux OSPF version 2, les plus grands, ne fonctionnent pas bien dans le cadre des architectures à zone unique. Imaginez maintenant un réseau d'entreprise avec 900 routeurs. Pas 11, ok, 900 routeurs et plusieurs milliers de sous-réseaux. Tel qu'il s'avère, cela va nécessiter plus de temps au CPU d'exécuter l'algorithme, donc la formule mathématique SPF, sur toutes ces données de topologie. Par conséquent, le temps de convergence OSPF version 2, le temps nécessaire pour réagir aux modifications de réseau. Donc, nous avons dit que le temps de convergence, c'est le temps qu'un routeur prend pour réagir aux modifications du réseau. Donc, ce temps de convergence peut être long. Les routeurs peuvent également manquer de mémoire, donc la RAM. Des problèmes supplémentaires avec la conception à zone unique comprend les éléments suivants. Donc, avant de voir ces éléments, nous avons ici une topologie pour nous rafraîchir la mémoire sur le concept de convergence. Nous savons que lorsqu'une interface est down, tous les routeurs de la zone, s'ils sont dans la même zone, ils doivent recalculer leurs paramètres OSPF. Donc, imaginez un réseau de 900 routeurs qui a plusieurs connexions. Donc, les liens, chaque lien, nous avons dit que chaque lien va fonctionner avec OSPF. Donc, si quelque chose se passe sur cette connexion, il y aura un problème. Et donc, OSPF, un routeur, tous les routeurs de la topologie doivent recalculer les paramètres. Et cela, tel que nous le voyons lorsque le réseau est vaste, cela n'est pas agréable. Alors, quels sont les problèmes qui ne sont pas, en fait, qui existent lorsque nous avons un réseau à une zone unique. Donc ici, nous avons cette topologie que nous allons rapidement configurer pour vous donner un peu le sens. En fait, du point de vue du CCNA, vous n'avez pas besoin de faire beaucoup de configuration, mais si je vous emmène à le faire, c'est pour que vous puissiez avoir la main, en fait, que vous puissiez comprendre les choses par la pratique, parce qu'il est vraiment difficile de comprendre ces choses juste par les explications. Alors, quels sont les problèmes? Une base de données topologique plus volumineuse nécessite plus de mémoire sur chaque routeur. L'algorithme SPF nécessite une puissance de traitement qui croît de façon exponentielle par rapport à la taille de la base de données de topologie. Donc, plus nous avons une base de données large, l'algorithme SPF va nécessiter une puissance, plus de puissance. Un seul changement d'état d'interface, n'importe où dans le réseau, oblige chaque routeur à exécuter un nouveau SPF. Donc, imaginez que vous avez un réseau large, tel que pour des grandes organisations telles que Total, ou encore je ne sais pas quelle organisation, telle que Halliburton, vous avez des branches, des bureaux partout dans le monde, et vous avez un réseau que vous interconnectez et vous le mettez dans une seule zone. Donc, si une interface au Japon est down, tous les routeurs aux États-Unis, partout en France, doivent recalculer. Un interface est réactivé. Donc, imaginez tout ce qui va se passer dans un tel contexte. Cela n'est vraiment pas agréable. Quelle est la solution? Donc, avant de passer à la solution, nous allons rapidement configurer cette topologie. Nous allons simplifier. Nous avons les routeurs D1. Bon, je vais modifier ici D1, auquel nous allons donner le loopback 111. Nous allons venir ici. L'objectif de ces configurations, c'est de vous donner
oh, excusez, j'ai modifié. Ok, ce que nous allons faire, nous allons venir ici, nous allons lui donner 114, 14, 14, 14. Et ici, c'est le B. Le hostname, c'est le B14. Donc, B, c'est pour branche. Donc, une branche donnée quelque part. B14. Donc, alors, je vais récupérer ma configuration. Je vais l'emmener dans D1. Et nous avons le D2. Auquel nous donnons le loopback 2, 2, 2. Et nous avons le D3 auquel nous donnons le loopback 3, 3, 3. Et nous avons la branche 1, donc les routeurs qui sont de ce côté. Pour ces branches, je pense que nous allons les donner le 11, ok, à partir d'ici. Et donc le loopback là-bas sera le 11, 11, 11, 11. Partir au B1. Et au B2, c'était le B1, excusez, je vais être consistant. C'est pas le B11, mais le B1. Ici, là, ce sera le B2. Là, on nous donner l'adresse IP 12, 12, 12, 12.12.12.12. Ça, ce sera au B2. Nous avons le B3. Nous avons le B3 que nous configurons rapidement et le B4 auquel nous donnons le 14, 14, 14. Ok, à partir du B11, ce que nous allons faire, c'est que nous allons simplement les donner le... En fait, j'ai fait le contraire. Le 11, 12, 13, 14. Ok, ce que nous allons faire, c'est que ils sont encore isolés. Je vais le B14 pour le B4. Je vais revenir au B4. Le loopback ici. Ici, nous allons donner le 24. Ok, 24, 24, 24. Au B4. Et ici, nous allons également modifier. Ce sera le 23, 23, 23. 23, 23, 23. Ici, nous allons également modifier. Nous allons le donner le 22, 22, 22. Et ici, ce sera le 21, 21, 21. On peut d'abord partir en loopback. Configurer le 21, 21, 21. 21, 21, 21, 21. Alors, ici, nous allons lui donner le 11 tel que... Donc, ce sera le B11. Nous repartons au 11, 11, 11, 11. Ici, nous allons, c'est le 12. Ce sera le 12, 12, 12. Excusez, ce sera 12, 12, 12, 12. Ça, c'est pour le B12. Et nous avons le B13 qui aura le 13, 13, 13. 13, 13, 13, 13. Et donc là, nous avons configuré les loopbacks. Pour le B14, c'est correct. Ce que nous allons faire, nous allons rapidement activer les interfaces. D'un point de vue structurel, lorsque vous avez une topologie pareille, ce que vous pouvez faire, c'est que vous allez mettre
toutes ces interfaces dans le même subnet parce qu'ils sont connectés à deux switches que nous n'avons pas configurés, et lorsque les switches ne sont pas configurés par défaut, ils sont dans le VLAN 1. Donc, si nous mettons cette interface et cette interface dans le même sous-réseau, ils pourront communiquer. Donc, nous allons les mettre dans le 100, ok, dans le 100, excusez, je vais juste saisir parce que ma souris, je ne sais pas ce qui arrive, je n'arrive pas à bien le manipuler. En ce que nous allons faire, nous allons, je vais écrire, je peux utiliser ça. Si nous allons mettre ces adresses IP dans le 100, 0, barre 24, ok, que nous allons mettre. Alors, nous allons partir dans le D1, son interface qui fait face au switch, ok, nous allons valider, c'est le 0, c'est le 00 du côté du D1, du côté du D2, c'est également le 00, et du côté du D3, c'est le 00. Donc, nous allons venir ici, nous allons modifier ici, 00, et nous allons mettre 100, 100, 100, puisque c'est le D1, ok, nous allons commencer par le D1, mettons l'adresse IP 1. Venons au niveau du D1, au niveau du D2, ce sera le 2, ok, modifions le dernier octet. Au niveau du D3, ce sera le 3. Donc, nous avons mis ces interfaces dans un même sous-réseau. Donc, les trois vont créer, en fait, ça nous ramène au concept de DR. BDR, il y aura l'élection d'un designated router, d'un backup designated router. On n'a pas rentrer dans ces détails. Du point de vue de qu'est-ce qui fait que toutes ces interfaces soient dans la même zone? C'est simplement remarquer que dans la commande IPOSPF 1, c'est le processus, Area 0, c'est la même chose que nous sommes en train de mettre partout. Ok, donc toutes ces interfaces sont dans le Area 0. Alors, je vais maintenant activer les interfaces entre les routeurs de distribution et les branches. Ok, donc ici c'est au travers du ETH 01. Nous allons venir ici, c'est le 01. Et donc les segments entre les distributions et les branches, nous allons peut-être prendre de ce côté, nous allons diviser. De ce côté, nous allons prendre le 100. Nous pouvons prendre, je vais prendre un peu des adresses, ok, je vais prendre le 120. Ok, ou encore nous allons prendre le 1, le 21. Ok, prenons une adresse simple, nous allons prendre 192.168.1.0 barre 24 que nous allons subdiviser. De façon simple, pour subdiviser cette adresse, tout dépend de ce qu'on vous demande, si vous voulez avoir plusieurs, combien de hosts, mais nous allons faire quelque chose de simple. Nous allons prendre seulement la barre 32. La barre 30 où nous avons 4 adresses IP au total et 2 adresses IP utilisables. Donc nous allons mettre 192.168.1.1 pour le premier segment. Et ici ce sera le 252. Donc du côté du distribution 1, si je viens, je vais le mettre. Et ça ira du côté de du B1. Donc le B1 est ici. Et le deuxième segment, c'est le Ethernet 02. Donc je vais modifier ici. 3, c'est le broadcast address de ce subnet. 4, c'est le prochain subnet. 5, c'est la première adresse du prochain subnet, du deuxième subnet. Donc je prends ceci, je vais le mettre au D1 toujours. Et 6, c'est la deuxième et dernière adresse.
Ça, ce sera dans le B2. Et le troisième segment est interconnu au travers de 0,3. Et 7, c'est le broadcast adresse de ce subnet. 8, c'est le troisième subnet. Et le 9, donc, c'est l'adresse que nous pouvons prendre ici. Allons prendre ceci, nous allons mettre du côté du routeur 1, du D1. Et le 10 sera du côté du B3. On va partir au B3. Et nous avons, je pense qu'ici c'est le 1, 0, si je ne me trompe pas. Oui, c'est le 1, 0. 1 bar 0. Et le 11, c'est le broadcast adresse de ce subnet. Le 12, c'est le quatrième subnet. Alors, le 13, c'est la première adresse du quatrième subnet. Nous allons mettre D1. Et le 14 va partir au B4. OK. Et maintenant, ici, là, c'est la même chose. Donc, nous irons à 0, 0. OK. Ici, là, maintenant, nous allons utiliser le 172, 16, 1, 0 par 24. Que nous allons subdiviser un peu de la même façon que nous avons fait de l'autre côté. Donc, ici, nous aurons le 172, 16, 1, 1. OK. Du côté du B2. D2 plutôt, et le 2, excusez, il y a quelque chose qui s'est passé, ici détaché, je ne sais pas, ouais, voilà, remarquez que j'ai mis ça au 0, 0, alors que c'est le 0, 1, je pense, ouais, ok, ça devait être au 0, 1, alors que moi j'ai mis ça au 0, 0, excusez, donc je vais rapidement faire ceci, 0, 1, je vais mettre, ok. Alors, je me retrouve dans une situation où je dois d'abord enlever la même adresse IP au 0, 0. Repartir au 0, 1. Mettre la même adresse. Et en même temps, repartir au 0, 0. 0, 0. Et corriger l'adresse qui était là. C'est le IP address 100, 100, 100. Pour le D2, 255, 255, 0. Alors, en le faisant, nous allons maintenant partir au... Ici, je vais modifier, c'est le 0, 1. OK. 0, 1 va au B11. 0, 2 plus... Le 1, 2 va au B11. Je reviens au D2 pour voir, OK. Il a rétabli ses relations OSPF avec le D1 et le D3. Et puis, il va maintenant établir une relation OSPF avec le B11. Donc, le D2 qui est ici, ok, il va établir une relation OSPF avec le B11. Donc, nous allons partir de la même logique. 3, c'est le broadcast de ce subnet. 4, c'est l'adresse de sous-réseau du deuxième subnet. 5, c'est la première adresse. Et là, ce sera le 02. Toujours du côté du D2. Et le 6 sera du côté de B12. Je suis en train de vérifier que cette relation, la relation OSPF avec le B11 va s'établir. Nous allons vérifier du show IP interface brief. Remarquez qu'effectivement le 01, le 02, ça devait être au 0. Ok, le 01 n'a pas encore l'adresse IP. Le 01. Donc, d'une certaine façon, j'ai... Pourtant, j'avais configuré au 01. Ok, nous allons le faire simplement. Interface ETH 01, no shutdown, IP address, c'est le 172, 16, 1. 1, ok, parce que le B11 a le 16, 1, 2, donc le D2 de ce côté a le 16, 1, 1,
255, 255, 252. IP OSPF 1 area 0. Si je rappelle du show IP interface brief, remarquez que nous avons maintenant une adresse IP. Effectivement, il y a maintenant une relation avec le B11 qui a le 11, 11, 11. Donc nous avons avec le B12, il y a la relation OSPF. Nous allons passer au la relation OSPF avec le B13. Le 7, c'est le broadcast de ce subnet. Le 8, c'est le troisième subnet. Donc nous allons commencer par le 9 au B2. Au D2, excusez. Et le 10 sera du côté de B13. Le 11 c'est le broadcast de ce subnet. Le 12 c'est le quatrième subnet. Et le 13 donc. On va commencer par le 13. Oh, excusez. Ici là je devais modifier. C'est pas le 02 ici. Je pense que c'est le 03. Vous voyez que je dois d'abord mettre no IP address, no IP address, et puis modifier ici. B13 c'est le 03, excusez. Le B13 c'est le 03. Ouais, c'est le 03. No chat IPOE. Nous allons mettre cette adresse IP. OK. Nous allons mettre IPOSPF. Au D2, j'ai détruit quelque chose que j'avais déjà fait parce que j'ai reconfiguré cette interface avec une mauvaise adresse IP, alors que lui, il avait le 1.5. OK. Je venais de mettre le 1.9 sur cette interface. Donc, je vais repartir configure terminal. Je fais ETH 02. Je vais rappeler, c'est le 05 ici. Là. Et le 09 doit partir sous le 03. No shutdown. Ici, là, c'est le 09. Et je mets la commande IPOSPF1 area 0. Alors là, c'est fait. J'étais en train de m'apprêter à activer. Ouais, là, c'est bon. Ici, c'est le 1.0. Et donc, c'est le 13 du côté du D2. Et du côté de B14, c'est le 14. Je vais du côté du B14. Donc là, nous venons d'activer toutes les connexions. D'un point de vue réel, dans un tel réseau, lorsque ce routeur est dans une branche, disons que ce routeur est à Dakar, ok. Ce routeur est en front à Paris. Ok, disons, bon, pour être un peu plus géographique, pour être logique avec la géographie, disons que ça c'est le routeur qui interconnecte les branches de l'Afrique, ok. Je veux dire Afrique Region. Okay. Ça, c'est l'architecture des réseaux réels. Ok, ça, c'est l'Afrique. Et ça, c'est Europe. Ok, ça, c'est l'Europe. Et ça, c'est votre routeur qui est à Dakar. Ça se trouve à Brazzaville. Ça, c'est un routeur qui est à Abidjan. Et ça, c'est un routeur qui est à Douala. Et ça, c'est pour l'Europe. Vous avez un routeur en France. Un routeur en Allemagne. Je vais mettre Francfort, ok. Je mettais les villes ici, ok. Ici, je mets Paris, ok. Paris. Ici, je mets Francfort. Ici, je mets Barcelone, par exemple. Et ici, je mets Londres, ok. Donc, vous aurez des connexions. Ici, vous aurez des fournisseurs d'accès Internet qui vont vous donner accès à ce qu'on appelle les backbones de l'Internet, les connexions qui interconnectent des régions, des pays. Okay. Et maintenant ici vous pouvez avoir par exemple votre base, votre siège est aux États-Unis, par exemple à New York. Okay. Donc vous pouvez faire que chaque routeur puisse
bon, ici, nous sommes dans une architecture où tous les routeurs sont dans le même sous-réseau. Alors, au routeur de chaque branche, vous serez connecté au réseau local et le LAN, tout dépend de la taille du bureau. Ici, vous pouvez avoir 500 employés, ok, 500 employés, ok. Ici, vous pouvez avoir 100 employés. Ici, vous pouvez avoir 50, ainsi de suite. Ok, ça, je donne juste une idée parce que les routeurs ont deux interfaces. Une interface qui fait face à l'Internet, c'est ce qu'on appelle le WAN. Et une interface qui fait face au réseau local, c'est le LAN. Ok. Maintenant, du point de vue de OSPF, toutes les fois que quelque chose se passe ici, là, ok, si cette interface se déconnecte, ok, tous les routeurs de votre réseau doivent recalculer, ok. Remarquez déjà que c'est déjà un grand problème. Alors, je vais activer la capture des paquets ici. Ok. Je vais commencer avec la capture. Donc, j'étais en train de dire, remarquez que ça continue. J'ai fini de configurer tellement qu'il y a des segments. OSPF va faire beaucoup de travail. C'est ce que nous sommes en train de voir effectivement lorsqu'il y a plusieurs connexions. Mais là, c'est une topologie où nous avons à peine 8 routeurs, 9, 10, 11 routeurs. Donc, imaginez les topologies où nous avons 900 routeurs. Donc, le réseau sera saturé d'événements. Regardez ici les messages qui sont envoyés. Si je viens au D3 qui est ici à New York, ok, si je fais du show IP route, effectivement le D3 doit avoir toutes les routes, ok, bon, en fait, les routes à tous les subnets que nous avons configurés. Il a certaines routes qui vont vers le 172, ok. Et il a certaines routes qui vont au 192. Pour le 172, je suspecte qu'il y a un problème. Ok, il y a le 1.12. Et ici, tout semble être ok. Non, si nous repartons, nous allons vérifier du côté du D2, do show IP route. Ok, le D2, le D2 c'est ici là, et il a ses interfaces connectées, il a connaissance de ceci. Donc, les loopbacks sont publiés, nous avons le 1.1.1, le 2.2.2, le 3.3.3, ça ce sont les loopbacks des routeurs distribution. Dans le loopback, je vais vérifier ici le 12.12.12 pour le B12, le 13.13.13 pour le B13 et le 21.21. Je vais faire une vérification rapide du côté des branches. Ok. Show IP OSPF neighbor. Il a une relation OSPF. Ça veut dire que il communique avec le D1. Ça, c'est la vérification la plus simple. Show IP OSPF neighbor. Lui aussi, il a une relation avec le routeur 1. Show IP OSPF neighbor. Lui aussi, il a une relation avec le routeur 1. Le B4. Show IP OSPF neighbor. Lui également, il a une connexion avec le routeur 1. Est-ce que je peux ping l'adresse loopback du B14 par exemple? Ping 14, 14, 14, 14. Nous allons voir. S'il ne peut pas ping, ça veut dire qu'il y a un problème. Ok? Mais est-ce qu'il peut ping l'adresse loopback du B1 qui est le 21, 21, 21, 21. S'il ne peut pas le ping, ça veut dire qu'il y a également un problème. Nous allons voir du côté du D2.
les relations OSPF là, do show IP OSPF neighbor. Effectivement, il en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est ce à quoi nous nous attendons. Du point de vue du D2, do show IP OSPF neighbor, lui il n'a que 2. Donc le problème apparemment c'est le D. Oh, le D3 c'est correct, on ne s'attend qu'à 2 relations OSPF. La relation avec ce routeur et la relation avec ce routeur. Qu'en est-il du D1? Le D1 doit avoir 6 relations OSPF. Nous allons vérifier do show IP OSPF neighbor. Ici également, il y a les 6 relations OSPF. Ce qui est vrai, c'est que si nous partons, les relations OSPF existent, nous allons vérifier les interfaces. Si nous partons B1, remarquez qu'il y a un problème ici, ok? Duplicate Area ID. Ça nous ramène à un problème, ok? Ça nous ramène à un problème. OSPF for Fluid War. Process 1 originate LSA type to advertise. Il y a un problème avec le processus de process. Donc, c'est l'étape où je voulais arriver parce que il y a un problème de duplicate area. Alors, ce que nous allons faire ceci. Souvenez-vous que j'avais d'abord configuré le loopback 1111 dans ces routeurs, dans le B1. Après, j'avais décidé d'enlever pour remplacer le B21, le 21. Ok? C'était d'abord le 11 et après, j'avais remplacé le 21. Puis, j'ai configuré le 11 dans ce routeur. Ok? Si nous revenons ici, nous faisons show IP OSPF process IP OSPF, excusez. Remarquez que son router ID c'est le 11, même si nous avons modifié l'adresse IP après. C'était le 11 avant et puis nous avons modifié que ce soit le 21. Ok? Nous avons modifié, mais vu que cette interface était déjà configurée avec la commande IP OSPF, donc OSPF avait déjà considéré cette adresse IP comme son process ID puisque c'était la première adresse IP. Il avait déjà considéré cette adresse IP comme son identifiant, le RID, le RID. Ok, le router ID. Donc du coup, lui considère qu'il a l'adresse IP 11.11.11 comme son process, son routing process, ok, ID, son RID. Lorsque nous venons au niveau du routeur 11, do show IP OSPF, lui également il dit ok, moi j'ai le 11.11.11. Alors voilà pourquoi lorsque j'ai commencé à vérifier les routes, je remarque qu'il y a des routes qui manquent. Qu'est-ce qui ne va pas? Ce sont des problèmes qui peuvent être subtils. Ok, voilà pourquoi dans le cadre de ces labs, je veux aborder ces aspects, que nous soyons pratiques, pour que vous compreniez pourquoi est-ce que mes routes ne fonctionnent pas et vous êtes frustrés. L'objectif de ces sessions est de vous permettre d'avoir un peu la capacité d'anticiper, de savoir qu'est-ce qui peut empêcher à telle chose de fonctionner. Et les sessions, le programme tel que nous sommes en train de le mener, si vous suivez les labs, en fait, j'espère que j'aurai la force de finir ce programme. Mais si vous finissez ce programme entièrement, vous êtes à 2 pas du CCNP parce que c'est consistant. Les labs que nous sommes en train de faire sont très consistants. Alors, pour ne pas faire trop de théorie, donc nous voyons qu'il y a un duplicate router ID, ok, le router ID est dupliqué dans le B1 et le B11. Je suis sûr que c'est la même chose pour le B2 et le B12 parce que c'était la même chose que nous avons fait. Le B3 également, et c'est ce qu'on appelle OSPF Fluid War. Donc il y a un même process. Des routeurs qui ont le même identifiant de process OSPF, le même RID, sont
n'arrive pas. Ok, le routeur B1 dit, moi j'ai mon process, c'est le B1, alors c'est le 11.11.11, le B11 dit également c'est le 11.11.11. Alors, quelque chose de très important, notez que nous avons dit que lorsque nous sommes dans le routeur B1 par exemple, et lorsque nous sélectionnons la commande show IP OSPF neighbor, il se réfère au routeur D1 par rapport à son identifiant. Il ne se réfère pas par rapport à son adresse IP. Alors, c'est très important. Pour corriger cela, c'est très simple. Vous avez déjà la réponse. C'est la commande clear IP OSPF process. Et c'est une commande que j'ai dit à ne pas utiliser dans le en production. En lab, vous pouvez le faire, mais en production, vous allez causer des problèmes. En le faisant, ça va détacher avec... je pense que ça ne va même pas corriger notre problème. Nous avons déjà vu cela. Si je rappelle IP OSPF, oh, ok, il a corrigé le problème parce qu'il a changé. Là, maintenant, il a le 21. À peine là, il avait le 11.11.11. Là, maintenant, il a le 21. Je pense que notre problème de route sera corrigé. Ici, nous allons faire la même chose. Clear IP OSPF process. Yes, all processes. Le B3 également, il y a un problème. Clear IP OSPF process. Nous allons mettre yes. Ici également, ça sera corrigé. Le B4 n'avait pas ce problème. Alors, après l'avoir fait, si nous revenons ici, remarquez que lorsque j'avais fait la vérification, je retrouvais le routeur où j'avais fait la vérification. C'était au D2, je pense. Au D2, j'avais fait certaines vérifications. Il y a des routes qui manquaient, ok. Il y a, en provenance du 192.168, il n'y avait qu'un seul subnet qui arrivait ici. Et au D3, c'était la même chose. Du côté des subnets qui viennent du 172, il n'y avait qu'un seul subnet. Est-ce que c'est la même situation? Show IP route, si nous revérifions, remarquez que il a maintenant plus de subnets qui viennent du 172. À peine là, il n'y en avait que 2, ok? Là maintenant, il a les 4 subnets. Du point de vue du routeur D2, si nous vérifions le show IP route, il n'avait que 2 subnets, je pense, venant du 192. C'est ce que nous voyons ici. Après avoir corrigé le flood word, le duplicate RID, duplicate, ça veut dire que vous avez 2 routeurs dans votre réseau qui utilisent le même identifiant OSPF, le RID. Et alors, cela va poser des problèmes. Des problèmes de routage comme ça sont parfois... En fait, c'est aussi la raison pour laquelle vous devez faire la théorie, comprendre la théorie, sinon vous êtes dans le réseau. Mais pourquoi que ce routeur n'arrive pas à prendre connaissance des routes? Bref, nous avons fait beaucoup de théories, mais c'était une théorie utile. Alors, nous allons repartir sur notre... En fait, nous repartons à la théorie en réalité. Nous venons de faire plus de pratique. Alors, quelle est la solution lorsque nous avons un vaste réseau, ok? Au lieu d'avoir toutes les interfaces dans le... remarquez, ici, nous n'avons même pas configuré les interfaces. Supposons que je viens au niveau de ces interfaces, ok? Ces interfaces qui sont ici. Bon, je ne vais pas ajouter des PC. Je peux ajouter des PC ici. Okay? Nous pouvons le faire. Si nous ajoutons des PC ici, toutes ces interfaces seront dans OSPF, ok? On va mettre ça dans OSPF et ça va encore ajouter. Il y aura plusieurs connexions. Nous allons voir ce que vous pouvez faire par rapport à cela. C'est-à-dire que j'ai dit, c'est la pratique. Nous allons faire ceci, DNS3. Je vais dire OK. Nous allons faire ceci. OK. Je vais dupliquer ça. Duplicate. Duplicate. Je vais ajouter 2 de chaque côté pour juste illustrer. Okay. Sinon, si vous voulez, vous pouvez ajouter des PC connectés à tous les routeurs que vous avez.
Donc c'est le Ethernet 00 que je suis en train de prendre, encore pour faciliter la configuration. Je vais démarrer ces PC. Donc c'est le 00 0 0. Disons que le premier PC sera dans le 10 1 1 1 barre 0. Si nous venons ici, ça c'est le routeur B1. Ok, B1. Pour repartir, configure terminal. Le deuxième routeur sera par exemple pour 222 22. En fait, pour le B4 plutôt, nous allons mettre dans le 444. Lorsque je fais des labs comme ça, je mets des adresses IP qui peuvent me faciliter à découvrir d'où vient l'adresse IP. Mais dans les labs réels de Cisco, vous n'aurez pas cette facilité parce qu'il va mettre des adresses IP qui sont parfois un peu compliquées. Alors ici, nous allons mettre 11 11 10 11 11 11. Et au 14, nous allons mettre 14, 14, 14. Bien. Allons prendre cela, venons au 14. Ok, il y a un chiffre de plus. 14. Ok. Maintenant, si nous revenons ici, si nous faisons du show IP route, effectivement, vous allez voir que les adresses IP que nous venons d'ajouter, le 10.1.1.1, c'est au niveau du B1, 10.4.4.4, c'est au niveau du PC, ça vient du PC 2 connecté au B4, le 10.11.11 vient du B11. Si nous venons au D3 par exemple, si je veux faire un test de connectivité, ping, je juste ping l'interface du routeur, par exemple si je fais le 10.1.1.1, il doit être en mesure de ping, trace route 10.1.1.1, il doit aussi être en mesure, il est en train d'envoyer ses paquets. Alors, donc, toutes ces interfaces sont dans le processus, sont dans le Area 0, excusez, dans le Area 0. Parce que lorsque nous exécutons la commande, nous sommes en train de mettre IP OSPF1 Area 0. Toutes ces interfaces sont dans OSPF. Si je rappelle la capture, ok, excusez, je vais réajuster ceci. Je vais appeler la capture, ok. Nous allons prendre un exemple, ok. Nous allons capturer les paquets qui sont ici. Au niveau de cette connexion, la connexion entre D1 et B1. Ok, nous allons capturer les paquets. En capturant ces paquets, nous allons venir au niveau de cette interface, le B14. Ok, le B14. Donc le B14 ici, nous allons le shutdown. Nous allons venir ici. Shutdown. Nous faisons shutdown, remarquez, le message commence à arriver. Ok, OSPF, link state update. Link state acknowledge. Il y a quelque chose qui a changé dans la topologie. Il faut réajuster les choses. C'est ce qui se passe effectivement. Quel est le rapport d'un point de vue humain? Nous avons dit que cette branche se trouve à Londres. Ok, lorsque j'étais en train d'écrire, je ne sais pas si ça... Ok, ça se trouve à Londres. Et la première branche se trouve à Dakar. Donc, une interface qui est down à Dakar, le routeur qui est... Une interface qui est down à Londres, le routeur qui est à Dakar doit recalculer ses paramètres OSPF. Dans les grands réseaux, c'est ce qui pose problème lorsque vous avez toutes ces interfaces ou bien toutes ces connexions. En fait, lorsque vous avez tout votre réseau dans la même zone, c'est ce qui est désagréable parce que toutes les fois qu'il y a un problème dans le réseau, tous les routeurs doivent être informés et recalculés. C'est ce de quoi nous sommes en train de parler. Alors, la solution consiste à prendre le seul grand link state database, ok? Parce que lorsque tous les routeurs sont dans la même zone, ils doivent avoir une copie identique du database. Voilà pourquoi ils doivent rechanger. Si nous repartons ici, excusez, je vais au D1 par exemple, je fais show IP OSPF
database, remarquez que, effectivement, ils ont les informations de tous les routeurs, ok? Routeur 1, le D1, le 111, c'est pour le D1, le 222, c'est pour le D2, le 333, c'est pour lui-même. Non, nous sommes dans le D1. Le 111, c'est pour lui-même. Le 222, c'est pour le D2. Le 333, c'est pour le D3. Le 1111, souvenez-vous, c'est pour le B11 jusqu'au 14. Et nous avons le 21, 22, 23. Il y a le 24 qui manque. Le 24 qui manque, ça nous donne encore l'occasion de troubleshoot du show IP interface brief. Ici, nous avons donné le loopback 24. Mais je ne sais pas pourquoi est-ce que je vais partir un peu plus bas. Ok, parce que pour ce routeur, le B4, il est en train d'utiliser une adresse IP d'interface et non un loopback. Ok, ça c'est le link ID, excusez, c'est pas la même chose. C'est le link ID. Ok. Mais nous n'avons pas nous allons vérifier le process ID de ce routeur. Nous allons faire du show IP ou SPF. C'est le 14, 14, 14. Ah, ok, le B4, c'est le 14. Donc, c'est le 24 qui doit manquer. Du show IP ou SPF. Oh, le B4 a un processus 1111. Et le D1 du show IP ou SPF, lui également le 111. Là aussi, c'est un problème, ok? Là aussi, nous venons de découvrir que nous avions un autre problème ici, là. Que dans le B14, nous avons le 111. Alors, nous allons corriger cela. Nous allons clear IP ou SPF. Process. Yes. Et c'est la raison pour laquelle le D1, dans sa base de données, je ne sais pas, ça c'est son propre identifiant. Bref, il y a deux routeurs qui ont le même identifiant. Nous allons maintenant corriger. Ici, là, nous allons vérifier l'adresse IP d'interface. Show IP interface brief. Ok, le loopback, c'était déjà le 14. Ok. Si nous revérifions ici, nous allons encore faire le show IP ou SPF database. Ok, il a le 14. Je suis un peu perdu. Je pense que c'est ce routeur qui a un problème. C'est le B4 qui devait avoir le 24. Le B4, il a le 14. Alors oui, il y avait le même problème entre le B4 et le B14. Ok, les deux ont le même process ID. Donc je vais venir au B4. Voilà pourquoi le D1 a le 14, mais là il est difficile de savoir pour quel routeur il est en train de considérer. Nous n'allons pas passer notre temps à cela, nous allons partir dans le B4 et nous allons faire du show IP interface brief. L'adresse de loopback avait changé, mais son adresse OSPF c'est le 14. Nous allons corriger cela avec clear IP OSPF process. Yes. Il va détruire sa relation OSPF avec le routeur 1 et après il va corriger. Je pense que si nous revenons maintenant ici, on remarque que ok, les messages sont en train de passer. Si nous revenons maintenant au D1, nous faisons du show IP OSPF database, remarquez qu'il a corrigé. Donc, connaître, savoir comment lire ces choses peut vous permettre d'identifier les problèmes que vous avez dans votre réseau. Et c'est ce qu'un auteur dit, en fait, un présentateur, en fait, un garde de INE, I-N-E, je l'aime, en tout cas c'est l'un des mes meilleurs. Le D1 a détruit sa relation avec le B24, je ne sais pas pourquoi, avec le B4. Ouais, ils ont mis, ok, c'est encore revenu. Je vais revenir ici, le D1. Donc si nous revenons ici, je vais encore du show IP OSPF database. Nous avons les 4 routeurs qui sont au niveau de l'Europe.
et nous avons les 4 routeurs qui sont au niveau de l'Afrique et les 3 distributions. Là, nous avons notre réseau est en ordre. Donc, ça, c'est le database. Tous les routeurs doivent avoir quelque chose d'identique. Je ne sais pas si ce sera le cas pour le sequence ou le checksum ou le edge, mais ils doivent avoir ceci. Tous les routeurs doivent avoir ceci. Nous allons valider cela. Je vais ouvrir le snipping tool et je vais copier ceci. New. Je vais copier. Puis je vais mettre ça à côté. Je reviens. Par exemple, nous allons partir dans le D2. OK. De show IP OSPF database. Remarquez que nous avons, OK, au niveau de ce routeur, nous avons le link ID, le 222, le 3. Ils doivent avoir la même copie. OK. Le checksum, je pense que c'est identique. OK. 15, 12, 4, CA, BE, AD, 1F, CA, BE, AD, 1F. Link count, 6, 2, 3. Voilà. Les détails là, vous n'avez pas besoin de le savoir, mais c'est juste pour dire que tous les routeurs qui sont dans un même area, dans une même zone, doivent avoir une copie similaire de la base de données, une copie similaire du database. Donc, tous les routeurs qui sont dans une même zone doivent avoir une copie similaire du database. Nous venons de le voir. Si nous venons au B1 du show IP OSPF data également, ici vous voyez que le database est identique. Donc voilà pourquoi lorsqu'il y a un changement, effectivement, tous doivent mettre à jour leur base de données. Alors, si nous repartons sur nos notes, alors, la solution consiste à prendre le seul grand link state database, la seule base de données que tous les routeurs ont, et à le diviser en plusieurs petits databases, en plusieurs LSDB plus petits en utilisant les zones. Avec les zones, chaque lien est placé dans une zone spécifique. SPF fait ses calculs compliqués sur la topologie à l'intérieur de la zone et la topologie de cette zone uniquement. Le fait que, pourquoi est-ce que tous les routeurs doivent mettre à jour leur base de données? C'est parce que lorsqu'une interface est down, chaque routeur doit recalculer les paramètres pour savoir comment atteindre un sous-réseau X. Tous les routeurs qui sont dans la même zone doivent faire ce calcul. Et donc, vu que tous nos routeurs pour l'instant sont dans la zone 0, voilà pourquoi lorsqu'il y a un événement, tous les routeurs réagissent parce qu'ils veulent recalculer les informations. Ok, par exemple, un réseau avec 1000 routeurs et 2000 sous-réseaux repartis en 100 zones ferait en moyenne 10 routeurs et 20 sous-réseaux par zone. Le calcul SPF sur un routeur ne devrait traiter que la topologie d'environ 10 routeurs et 20 liens plutôt que 1000 routeurs et 2000 liens. Bref, alors, une seule zone ou plusieurs zones. Alors, quelle doit être la taille d'un réseau avant que OSPF n'ait besoin d'utiliser des zones? Eh bien, il n'y a pas une réponse définitive à cette question, car le comportement du processus SPF dépend en grande partie de la capacité, vitesse du processeur CPU, la quantité de RAM et la taille de la LSTB. Donc, tout dépend du nombre d'équipements que vous avez dans votre réseau, de la capacité de vos routeurs. Donc, en termes, est-ce que vos routeurs, parce que les routeurs aussi ont des capacités. Voilà pourquoi, selon les capacités du routeur, vous pouvez avoir besoin des zones ou pas. En général, les réseaux plus grands que quelques dizaines de routeurs bénéficient des zones. Et certains documents au fil des ans ont répertorié 50 routeurs comme la ligne de démarcation à laquelle un réseau doit vraiment utiliser des zones, plusieurs zones OSPF. Alors, les zones OSPF. La connexion de la zone suit quelques règles de base. Pour appliquer les règles, commencez par un dessin. Diagramme. Effectivement, c'est ce que nous avons dans notre lab GNS. Diagramme du réseau. Avec quelques routeurs et toutes les interfaces. Ensuite, choisissez la zone de chaque interface de routeur. Comme suit. Placez toutes les interfaces connectées au même sous-réseau dans la même zone. Ça, c'est un principe très important.
Si nous revenons ici, nous savons que par principe, selon le principe du subnetting, nous devons mettre les segments dans les mêmes sous-réseaux. En d'autres termes, vous ne pouvez pas mettre l'interface qui est du côté du D1 dans le Area 1, dans la zone 1, et l'interface qui est du côté du B1 dans la zone 2, ça ne va pas marcher. Ok? Si nous partons ici, nous sommes dans le D1. Si je vais dans le B1, ils sont connectés au travers du 0,1. Si je viens ici, ok, je fais interface ETH 0,1, je mets IP OSPF. Ok? Nous savons que de l'autre côté du D1, c'est le 1. Plutôt pour l'instant, c'est le 0. C'est le area 0. Ok? Ce que je vais faire, je vais mettre le B1 dans le area. Tout. IP OSPF 1 area 2. Vous allez voir que, effectivement, on dit received invalid packet mismatched area ID from backbone area from 192.168 à 1. Ok, il y a un mismatch et tous les routeurs vont également réagir à cela. En fait, ils ne vont pas afficher, mais ils vont recalculer leurs paramètres. Ils vont remettre, en fait, ils vont chercher à recalculer les LSAE pour mettre à jour la base de données. Donc, nous allons revenir ici, nous allons corriger cela. Donc, ça, c'est un area mismatch. Le fait que vous avez un côté dans un area X et de l'autre côté dans un area X. Donc, je vais corriger cela pour remarquer qu'au fur et à mesure que je le fais, il y a des modifications, des informations, des messages qui sont communiqués. Donc ça, c'est la première chose. Les deux interfaces qui sont interconnectées doivent être dans le même area. En d'autres termes, un routeur, les deux doivent être dans la même zone. Soit ce sera le 0,0, soit ce sera le 1,1, soit ainsi de suite. Ils doivent être dans la même zone. L'interface qui est de l'autre côté peut être dans une zone différente. Donc, je vais faire ceci. Si vous avez un routeur ici, ces deux interfaces, vu qu'ils sont dans le même, ils doivent être dans le même sous-réseau. En d'autres termes, ils doivent être dans la même zone. Par contre, cette interface qui est connectée à ce routeur peut être dans la zone 1 aussi longtemps qu'ils sont dans le même subnet et que l'autre routeur également est dans la zone 1. Ce routeur connecté à ce routeur peut être dans la zone 2. Cette interface peut être dans la zone 2 aussi longtemps qu'ils sont dans le même subnet et que ce routeur également, cette interface est dans la zone 2. Ça, c'est le principe. Donc, placer toutes les interfaces connectées au même sous-réseau dans la même zone. Une zone doit être contiguë. Ok? Une zone doit être contiguë. On ne peut pas faire ceci. Contigu, ça veut dire que je ne peux pas avoir la zone 2 ici et la zone 0 au milieu et encore la zone 2 ici. Ça ne peut pas marcher. Ça doit être contigu. Je peux avoir la zone 2 sur plusieurs routeurs qui sont dans cette partie du réseau, mais pas une autre zone 2 ailleurs. Ok? Donc ici, je ne peux avoir que soit la zone 3 ou encore n'importe quelle autre zone. Certains routeurs peuvent être internes à une zone. En d'autres termes, ils font totalement partie de la même zone. Ok? Ce routeur fait partie de la zone 2. Par contre, ce routeur fait partie de deux zones, zone 2 et zone 0. Nous allons voir qu'il y a des subtilités à cela. En fait, qu'il y a des détails par rapport à cela. Certains routeurs peuvent être internes à une zone avec toutes les interfaces affectées à cette zone unique. Certains routeurs peuvent être des routeurs de bordure de zone, ABR, Area Border Router, car certaines interfaces se connectent au backbone area et certaines se connectent à des non-backbone. Alors, ça c'est un élément très très capital. La zone 0 est appelée backbone area. Donc la zone 0 est appelée backbone. Ok?
et les autres zones sont des non-backbone areas. Non-backbone. Toutes les non-backbone areas doivent avoir un chemin pour atteindre le backbone area, zone 0, en ayant au moins un ABR connecté à la fois au backbone et au non-backbone. Donc, c'est ce que nous voyons ici. Voilà pourquoi c'est, en fait, avec, pour ne pas effacer que j'avais déjà mis la zone qui est au milieu, dans la zone 0, parce que ici, je dois corriger. Ok. On avait dit qu'on ne peut pas avoir, les zones doivent être contiguës. Donc ici, par exemple, c'est la zone 3. Ok. Ce routeur est à l'intérieur de la zone 3. Par contre, ce routeur a une partie qui a une interface qui est connectée à la backbone, au backbone area, et une autre interface au non-backbone, donc la zone 3. Toutes les non-backbone area doivent avoir un chemin pour atteindre le backbone area, en ayant au moins un ABR connecté à la fois au backbone et au non-backbone area. C'est ce que nous venons de voir. Maintenant, si nous devons repartir sur notre topologie pour modifier, ok, pour appliquer ces principes, si nous revenons ici, là, on va dire que ce qu'on veut, on nous dit que ici, nous allons créer une autre zone, ok? Nous allons créer la zone je vais lower, ok. Par exemple, ici, nous avons la zone 2. Je vais voir quelle zone on utilise dans le manuel. La area 1, ok. Et ici, c'est area 2, ok. Donc ici, c'est le area 1. Je vais un peu corriger ici. Je vais dupliquer ceci. Ici, c'est le area 2. Donc, nous allons noter area 1. Excusez. Et le area 2. Donc, ici, c'est le area. Ici, c'est le area 0. 0. En d'autres termes, le backbone area. Ok. Et ici, c'est un non-backbone. Okay. Je vais écrire non-backbone. Juste copier et mettre ça ici. Donc ici, c'est un non-backbone. En d'autres termes, selon les principes que nous venons de voir, ces routeurs D1 et D2 deviennent des... corriger un peu ceci. Les routeurs D1 et D2 deviennent de ce qu'on appelle des Area Board Router. Donc, allons noter. Ce sont des ABR. Et ce que je vais faire, c'est que je vais edit text, changer de couleur, ok. Ok, apply, select font, on va pas agrandir ça, ok. Apply, ok. Donc ça c'est un ABR, le routeur 2, le D2 c'est un ABR. Je suis en train de delete ça. Oh. Delete. Ok. Ça, c'est un ABR.
ABR, c'est pour... Nous avons dit c'est Area Border Router. Et nous avons des routeurs internes, okay, des routeurs qui sont internes à des réseaux. Donc, les B1, B2, B3, B4 sont internes au Area 1. Donc, ils sont internes au Area 1. Ils sont internes au Area 1. Mettre un peu de... Ils sont internes au Area 1. Et les routeurs B11, B12, B13, 14 sont internes au Area 2. Et ici, nous avons le backbone. Donc, une fois que nous allons faire la modification, il y aura maintenant une base de données dans chaque zone. Il y aura une base de données ici, LSDB, de cette zone. Et il y aura une LSDB de cette zone. Okay? Et SPF va s'appliquer seulement dans la base de données de chaque zone. Voir s'il y a d'autres notes ici. Donc, les significations. Area Border Router, an OSPF router with interfaces connected to the backbone area and to at least one other area. Donc, un routeur, un ABR, c'est un routeur qui a une interface connectée au backbone et une autre interface à une autre zone. Backbone router, a router connected to the backbone area. OK? En d'autres termes, includes ABR. En d'autres termes, le D3, c'est un backbone router. Nous allons ajouter cela. C'est très important. Backbone router. Et on nous a dit que les ABR sont également des backbone routers. Les ABR sont également des backbone routers. On peut ajouter ça ici. ABR, le ABR est également un backbone router. Ça se multiplie. Delete. Et maintenant, si nous repartons sur nos notes, nous avons le internal router, a router in one area, not the backbone area. Donc, internal router, c'est ce que nous voyons ici. Je vais dupliquer ceci. Ça, ce sont des internal routers. Internal router. Ici également, ce sont des internal routers. Si je reviens ici, area, a set of routers and links that shares the same detailed LSDB information but not with routers in other areas for better efficiency. Donc, area, c'est un ensemble de routeurs et de connexions, donc des liens qui partagent la même base de données, mais pas avec les routeurs qui sont dans une autre zone. Backbone area, a special OSPF area to which all other areas must connect. Ça, c'est un principe très important. Toutes les autres zones doivent se connecter, doivent avoir au moins un routeur qui est connecté au backbone area. OK? Donc ça, c'est un principe important. Si vous créez une zone qui n'est pas connectée au backbone, cette zone ne va pas bien faire le routage. Inter-area route. A route to a subnet inside the same area as the router. Alors, c'est un concept très important. Inter-area, excusez, c'est inter-area. Donc, pour valider, je vais repartir. Intra-area, okay. Intra-area, a route to a subnet inside the same area as the router. En d'autres termes, un intra-area route, c'est lorsque les paquets du PC
ce sont les paquets du PC qui viennent au PC2. C'est intra-area, c'est simplement parce que ça ne sort pas du area 1, ça se limite dans le area 1. Donc ces routes, les paquets, une telle route, la route qui va du PC1 vers le PC2 est un intra-area route. Donc si je viens ici, intra-area route. Ok, parce que ça se limite dans la même zone. Par contre, les paquets qui vont du PC1 vers le PC3, ok, sont considérés parce que là, en fait, c'est ça. Là, nous serons dans le contexte d'un inter-area route, ok, parce que ça va d'une zone de la zone 1 vers la zone 2. Alors, nous allons rapidement, je vais voir s'il y a d'autres éléments très importants du point de vue théorique. Pour comprendre comment les zones réduisent le travail que SPF doit faire, vous devez comprendre ce qui change dans la Link State Database, dans le LSDB à l'intérieur d'une zone, à la suite de la conception, la création des zones. SPF passe la majeure partie de son temps à travailler sur tous les détails de la topologie, à savoir les routeurs et les liens qui relient les routeurs. Les zones réduisent la charge de travail de SPF car pour une zone, le LSDB ne répertorie que les routeurs et les liens à l'intérieur de cette zone. Donc ça, c'est l'exemple de la création de la zone 1. Okay? La base de données ne va plus inclure les autres. Subnet, il ne va inclure que les routeurs 1, D1, B1, B2, B3 et B4 et les subnets et les liens. Comment les zones réduisent le temps de calcul de SPF? Alors, il y a encore plusieurs notes. Je pense que après ce sera le Link State Advertisement qui sera la session suivante. Donc pour l'instant, ce que nous allons faire, nous allons configurer. Pour parler de comment les zones réduisent le temps de calcul de SPF dans les détails, nous allons repartir un peu dans la pratique, question de se détendre. Alors, ce que nous allons faire, nous savons que toutes ces interfaces sont dans le Area 0, nous allons modifier cela, nous allons mettre ces interfaces dans le Area 1 et ces interfaces dans le Area 2. Nous savons qu'ici, c'est nous avons le 0,1, 0,2, 0,3 et 1,0. Alors, ce que nous allons mettre, et il y a également le 0,0 ici qui est dans le qui se connecte au PC qui est dans le Area 0. Donc, nous allons partir au B1 avant de faire, nous allons valider show IP interface brief. Effectivement, c'est le 0,0, c'est le 0,0 et c'est le 0,1 que nous devons reconfigurer. Donc, pour le 0,0, nous n'allons pas, nous allons simplement faire ceci. Ok. Interface ETH 0,0. Ok. Ce que je veux, c'est de ne pas trop saisir. Ce que nous allons faire, nous allons mettre Area 1. Ok. Avant de le faire, nous allons faire du show IP protocols. Remarquez que ici on nous dit routing is OSPF 1 et nous allons voir ceci. Il a connaissance de tous les autres routeurs et ici on nous dit area 0. Ok, area 0. Ce que nous allons faire, nous allons mettre l'interface interface ETH 00 IP OSPF 1 area 1. Okay. Et nous allons également le faire pour l'interface 01 area 1.
Le D1 n'a plus de connexion avec le B1 parce que nous avons modifié la zone du côté du B1. On va venir du côté du D1. Configure terminal interface ETH01 IP OSPF1 area 1. Donc les deux sont maintenant dans le area 1 01. B1, c'est ici que nous avons modifié. Et le, excusez, ici c'est le 01 que j'ai modifié. Le D1 se connecte au B1. OK. Et nous allons, je vais valider le B1. OK. Le processus s'est rétabli. En fait, la relation s'est rétablie. Ici, là, configure terminal. De show IP interface brief. Je vais simplement voir l'interface que nous avons configurée. C'est le 02. Donc, interface ETH02 IP OSPF1 area 1. Oh, c'est le 02, excusez. C'est le 02. Et du côté du D1, ce sera la même chose. 02 OSPF1. C'est le B2. Du côté du B3, c'est configure terminal interface ETH03 IP OSPF1 area 1. Du côté du D1, ce sera la même chose, 03. Et nous avons enfin le B4. Le B4 a deux interfaces. Nous avons le 00 qui fait face au PC2 et le 10. Donc, configure terminal interface ETH00 IP OSPF1 area 1. Nous avons également le 10. Et du côté du D1, ce sera la même chose. 10 IP OSPF1. Donc, nous venons de modifier toutes ces interfaces sont maintenant dans la zone 1. Alors, avant d'avancer, nous allons noter. Notez que avant cette séparation des zones, toutes les routes sont classées comme O, OSPF, ok? O, OSPF. C'est ce que nous voyons ici. Toutes les routes sont classées avec le code O. Maintenant, nous allons modifier ici. Ce sera la même logique, mais ce sera avec le D2. Ce sera à partir du B11. Les interfaces sont à peu près les mêmes. Donc, interface ETH00, mettre IP OSPF 1. Ici, c'est Area 2. OK? Area 2. Et l'interface qui va vers le routeur, c'est le 01. Area 2. Du côté du D2, la relation va se détacher. Nous venons de le modifier ici au niveau du B11. Si je fais du côté du D2, je fais le show IP OSPF neighbor. Le D2. Il a toujours sa relation avec le B11. Le dead time va bientôt expirer. 0 et c'est down. Okay? N'oubliez pas l'aspect du hello time et le dead time. Donc, nous allons partir ici. Interface ETH1 OX, c'est le 01. IP OSPF1 area 2. La relation a été rétablie. Nous venons le faire au B1, B11. Nous allons le faire B12. C'est le 02. IP OSPF1 area 2. Nous venons au D2. Faisons la même chose. 02.
area 2. Partons B13. Interface ETH03. IP OSPF 1 area 2. Au D2, c'est le 03. Area 2. Au B14, deux interfaces également. Configure terminal. Interface ETH00. L'interface qui fait face au PC3. IP OSPF 1 area 2. Et le 1.0 qui fait face au D1, au D2 plutôt, donc à ce routeur, IP OSPF 1 area 2. Au D2, nous allons faire la même chose, 1.0, IP OSPF 1 area 2. Donc là maintenant, nous avons maintenant corrigé pour tous les routeurs. Nous pouvons revalider rapidement. Pour revalider, ce sera simple. Nous allons faire la validation au niveau du routeur D1 et D2. Show IP OSPF neighbor. Remarquez qu'il a combien de voisins? Il en a 6, ce qui est normal. 4 voisins, les routeurs qui sont dans le Area 1 et les 2 qui sont dans le Area, dans le Backbone Area. Maintenant, du côté du D2, faisons la même validation. Show IP OSPF neighbor. Lui aussi également, il a 6 voisins, ce qui est normal. Maintenant, qu'est-ce qui a changé du point de vue de la table de routage? D'abord, si nous partons show IP route, du point de vue du show IP, lorsque nous faisons show IP route dans un ABR, dans un area border router, il a maintenant des routes qui ont le code IA. Ok, IA, si nous venons ici, ça nous dit inter area. Ok, inter area, nous avons dit que ce sont des routes qui viennent d'une autre zone. Ok, inter area. Donc ça c'est du point de vue du D2. Ok, si j'ouvre ici, le D2 est ici là. Et les 192 ont été configurés, ok, dans le Area 1. Donc, tous ces sous-réseaux qui viennent du Area 1, lui, il les considère maintenant, vu qu'il est connecté lui, il est dans la zone 0, ok, il considère ces routes comme des inter-area. Il considère également les 10.1.1.0, donc le PC, l'adresse IP du le subnet auquel est attaché le PC1 et le subnet auquel est attaché le PC2. Il considère ces deux comme des inter-area route également. Donc ça c'est ce qui change du point de vue de la table de routage. Ce sera la même chose que le D1 va nous dire à propos des subnets 172.16. Si nous faisons show IP route, c'est la même chose que lui nous dit à propos de ces subnets. Il dit que ce sont des inter-area route. Donc, le D3 est loin, lui n'est qu'un backbone router. Il est totalement dans la zone 0. Nous allons voir ce qui va se passer. Si je fais show IP route, lui il liste tout ce qui vient en dehors de la zone 0, lui il liste tout comme des inter-area routes, ok, tous les subnets qui viennent de 172.16 et tous les subnets qui viennent de 192.168, tout cela il considère ça comme des inter-area, ok, parce que lui il est totalement dans la zone backbone. Du point de vue du routage, de la connectivité IP, rien ne change. Si nous venons dans le D3, nous allons encore ping le 10.1.1.1. Le trace route, oui, ping, il va toujours ping. Du point de vue de la connectivité IP, rien ne change. Mais nous allons vérifier le link state database. Souvenez-vous, avant, lorsque nous avons vérifié ici, je pense que nous avions vérifié ici. Oh, non, c'était pas ici. Ok, ce n'est pas grave, c'est ici que nous avons vérifié le database.
Si nous venons ici, mais il faut, nous allons partir, nous allons d'abord vérifier dans des routeurs qui sont des internal routers, ok, dans le B1 par exemple, qui est un routeur en fait, qui n'est attaché qu'à la zone 1, ok, c'est un routeur qui est dans la zone 1. Si nous faisons du show IP OSPF database, ok, il a, si nous venons ici, il a maintenant séparé. Ok, c'est là l'avantage de la création des zones. Ok, il a maintenant séparé. Remarquez qu'avant, lorsque nous avions configuré, c'est vrai, j'avais interrompu, mais c'est tout à fait logique. Ok, je vais élargir ici. Après avoir créé les zones, lorsque nous partons dans le routeur 1, le B1 plutôt, on nous dit, lorsque nous vérifions avec la commande de show IP OSPF database, OSPF router ID, ça c'est l'identifiant du routeur. Router link state, nous allons voir ces éléments lors du chapitre suivant. Network link state, ok, area 0, ça c'est le B1. Après, il y a le area 1, ok. Il a deux, ok. Il a le router link state de la zone 0, network link state de la zone 0, et puis il a le summary link state de la zone 0, et puis il a le network link state de area 1. Donc ça c'est la base de données de la zone 1, ok. La base de données de la zone 1, summary link state, link state area 1. Nous allons faire une capture d'écran de cette base de données de la zone 1. Ok. Et ce que nous allons faire, nous allons partir au niveau du B11. Le B11 est totalement dans la zone 2. Et nous allons voir ce qui se passe là-bas. To show IP OSPF database. Si nous venons ici, logiquement, il reprend les informations de la zone 0, telles que le routeur B1 l'a fait, et après, il a les informations de sa propre zone, Area 2, et si nous vérifions ici, c'est différent, ok? C'est là l'avantage de créer des zones, ok? Les links, router links qui sont dans la zone 2 sont totalement différents de... ok, oh, ça c'est le network link, excusez, je dois repartir ici. Je vais faire la capture, new, network router link area 1, ok, c'est là que je veux. Ok, je vais, nous n'allons pas nous inquiéter du summary network link, mais je vais prendre, ok, juste pour essayer d'être un peu consistant. Donc, je reprends et je viens dans le B11. Souvenez-vous, nous venons de le dire, que le... ça, c'est le router link state. Excusez, nous revenons ici au niveau ça, ce sont les informations du B1, ok. Router link state, remarquez, c'est pour le area 1, c'est 1, 1, 21, 22, 23, 24, ok. Pour le router link state de la zone 2, c'est 2, 11, 12, 13, 14. Donc, les bases de données sont maintenant séparées. Il y a une base de données spécifique, ok, pour la zone 1, qui n'existe que dans les routeurs qui sont attachés à la zone 1, et nous avons une base de données de la zone 2 qui n'existe que dans les routeurs qui sont dans la zone 2. Vous allez me poser la question, pourquoi est-ce que les deux routeurs, le routeur qui est dans la zone 1 et le routeur qui est dans la zone 2, les deux répètent les informations de la zone 0?
souvenez-vous, nous avons dit que la zone 0, c'est ce qui est considéré comme le backbone area et que toutes les zones doivent avoir un chemin qui passe par le backbone. En d'autres termes, toutes les zones doivent être attachées au backbone. C'est un aspect de la réponse, pas totalement, mais nous allons voir ces détails plus tard. Du moins, nous avons vu que une fois que nous avons créé les zones, chaque zone a sa propre base de données. Chaque zone a sa propre base de données. Alors, nous allons repartir. Je pense qu'il y a quelques notes avant de mettre fin à ce chapitre. Ok. Bien que la LSDB ait moins d'informations sur la topologie, elle doit toujours avoir des informations sur tous les sous-réseaux de toutes les zones afin que chaque routeur puisse créer des routes IPv4 pour tous les sous-réseaux. Alors, avec la création des zones, OSPF version 2 utilise des informations récapitulatives très brèves sur les sous-réseaux qui sont dans d'autres zones. Ces résumés LSA n'incluent pas d'informations topologiques sur les autres zones. Nous avons vu les summary. Si vous faites attention, si nous repartons, si nous repartons ici, des summary, summary network link state. Donc il y a un résumé, Nous allons partir dans ces détails lorsque nous allons voir les link state. Donc pourtant chaque résumé LSA répertorie un ID de sous-réseau, subnet ID, et le masque d'un sous-réseau se trouvant dans une autre zone. Ces résumés de LSA ne nécessitent pas beaucoup de traitement SPF. Au lieu de cela, ces sous-réseaux apparaissent tous comme des sous-réseaux connectés à l'ABR. À l'ABR, c'est le Area Backbone Router. Voilà pourquoi du point de vue du B11, il attache les Network Summary au ABR qui a l'adresse IP 2222. Parce que c'est le ABR qui publie, qui informe les routeurs qui sont dans la zone 2 à propos des sous-réseaux qui viennent d'autres zones. Donc, ce sont des informations brèves et tel que nous l'avons vu ici, au lieu de cela, ces sous-réseaux apparaissent tous comme des sous-réseaux connectés à l'ABR. Voilà pourquoi dans la zone 2, les sous-réseaux qui viennent d'autres zones sont considérés comme attachés à l'adresse IP 222 qui est celle du D2. Alors, comment les zones réduisent le temps de calcul de SPF? L'utilisation de plusieurs zones améliore les opérations OSPF de plusieurs manières pour les grands réseaux. La liste suivante résume certains des points clés plaidant en faveur de l'utilisation de plusieurs zones dans les réseaux OSPF de grande taille. Les routeurs nécessitent moins de cycles CPU pour traiter la base de données de chaque zone avec l'algorithme SPF, réduisant la charge CPU et améliorant le temps de convergence. La LSDB d'une petite zone nécessite moins de mémoire. Les modifications du réseau. Un exemple, la liaison défaillante et rétablie nécessite des calculs SPF uniquement dans les routeurs, sur les routeurs dans la zone où la liaison a changé d'état, ce qui réduit le nombre de routeurs qui doivent réexécuter SPF. Moins d'informations peuvent être annoncées entre les zones, ce qui réduit la bande passante nécessaire pour envoyer les LSA. Les LSA sont des messages, c'est le chapitre suivant. Nous allons nous arrêter là, mais nous allons voir l'aspect des interfaces défaillantes. Est-ce que lorsqu'une interface est défaillante dans cette zone, est-ce que les routeurs qui sont ici doivent recalculer leur SPF? Nous avons déjà une capture d'écran pour de paquet. Je suis un peu fatigué. Une capture de paquet pour le 0,1 entre le D1 et le B1. Je vais également prendre une capture de paquet pour le 0,1 entre le D2 et le B11. Donc nous aurons deux captures
je vais, ça c'est pour la zone, ça c'est pour le D1 au B1, ok. Et la deuxième capture, c'est pour le D2 au B11. Je vais élargir cette partie, puisque ce qui nous intéresse, ce sont les messages. Donc, ce qui va se faire, c'est que je vais partir dans le B1, ok. Je peux même partir dans le B4, ok. Juste pour nous rappeler le contexte de la topologie. Si je reviens ici, remarquez que je vais faire ceci. La B4 est ici, là. Donc, je vais shut down cette interface qui est totalement dans la zone 1. Je vais repartir. Donc, lorsque je reviens ici, excusez, il y a une capture que je dois retrouver et enlever. Donc, D1, B1, D2, B1, c'est ce que je voulais. Donc, je vais dans la B4. Je rappelle, c'est total, c'est dans la zone 1. Interface ETH 1.0. Et je vais faire shutdown. OK? Shutdown. Lorsque je fais shutdown, ça c'est détaché. OK? Je pense que cette capture est en quelque sorte. Je vais refaire cette capture. Je vais stop. OK? C'est cette capture là. Et je vais la rafraîchir. Donc ça existe toujours. Je vais prendre je vais encore relancer cette capture. Ou bien je peux je peux capturer sur ce lien. Duplicate. Oh, excusez. Je vais venir ici. Start capture. Entre la D1 et le B2. Donc je vais venir ici là. Et ce que je vais venir, c'est que je vais faire no shutdown. No shutdown. Donc je no shut l'interface. OK. Et logiquement, ce qui va se passer, effectivement, c'est ce que vous voyez, il y a des informations qui se passent uniquement dans la zone 1. Pendant ce temps, dans la zone 2, OK, le D2 et le B11 qui sont dans la zone 2, ne sont pas intéressés par tout ce qui sont, par cette modification des bases de données qui se passe dans la zone 1. De la même façon, si nous venons au B14, OK, qui est totalement dans la zone 2, si nous faisons shutdown, on va faire interface ETH 1.0, shutdown, remarquez que ici, là en bas, nous aurons des link state update advertisement, sauf si ça c'est freeze, tel que nous l'avons vu lors de la première capture. Okay. Apparemment c'est freeze. Mais du moins, nous venons de le voir là-bas. Je vais rafraîchir, je vais fermer ceci. Et puis je vais capturer sur cette connexion. OK. Et je vais mettre ça là. J'ai maintenant cette capture et celle-ci. Je vais mettre no shutdown. OK. No shutdown. Vous allez voir qu'il y aura des messages qui vont passer ici en bas. Parce que ça, c'est pour la zone 2. OK. Voilà. Les link state update et ainsi de suite. Pendant ce temps, dans la zone 1 en haut, il n'y a pas de messages. Donc, c'est ça l'avantage, le principal avantage de séparer les zones. C'est le simple fait que le link state database est en fait est propre à chaque zone. Donc chaque zone aura son link state database et les changements qui se passent dans une zone n'affectent pas les autres zones. Donc c'est la fin de cette session. Nous nous retrouvons lors de la prochaine pour continuer avec l'étude des link state advertisement dans les détails.
Et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Merci. Nous nous retrouvons.